Vous connaissez certainement ce proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Quand on parle d'immobilier, on aimerait toujours être il y a 20 ans où les prix étaient bas et acheter ce que l'on sait maintenant. Imaginez être dans cette configuration. Les meilleures années des marchands de biens sont dans les années à venir. Donc commencer maintenant permet de se préparer à la plus belle période que les marchands de biens vont connaître de toute l'histoire de l'immobilier. Je vous en parle en fin de formation. Ce que nous allons apprendre. Partie 1, les fondations, type d'investissement immobilier, qu'est-ce qu'un marchand de biens, le principe d'une opération. Partie 2, réussir une opération, tout commence par la fin, typologie des acquéreurs, typologie des biens, stratégie, bilan. Partie 3, une opération, prospection, négociation, financement, revente. Partie 6, ne pas trébucher. 6 mythes, 6 erreurs, c'est trop beau pour être vrai et la plus belle des opportunités. Avant tout, je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez qui je suis et comment j'ai acquis mon expérience. Je fais de l'immobilier depuis 2004 sur Lyon. Je n'ai je n'ai jamais bougé, je suis né à Vienne et toute ma vie, je n'ai jamais déménagé à plus de 50 km de Lyon. Et j'ai commencé l'immobilier grâce à un marchand de biens qui m'a appris la méthode du bien gratuit. Mais j'ai vraiment commencé les opérations de marchand de biens en 2016. Je suis auteur de 2 livres, Vivre de l'immobilier, qui explique l'investissement immobilier au grand public, et Devenir remarquable grâce à l'immobilier, qui s'adresse aux professionnels de la transaction immobilière établie ou les personnes voulant se reconvertir dans l'immobilier et souhaitant réaliser plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je vous mets les liens dans la description. Les 3 types d'investissement immobilier. Le patrimonial, avoir un bien immobilier qui génère un revenu, le loyer, en vue d'un remplacement de salaire, devenir rentier, ou de la retraite. L'achat-revente, c'est acheter un bien immobilier dans l'objectif de le revendre, ni pour le louer, ni pour l'habiter. Obtenir une plus-value immobilière rapidement. Puis, la pierre papier, c'est le revenu passif par excellence. Vous confiez à une société de gestion vos fonds pour qu'ils investissent pour vous. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Les fondations. Donc, qu'est-ce qu'un marchand de biens? La définition, c'est celui qui achète des immeubles, c'est-à-dire qui ne sont pas mobiles, on parle de meubles au sens juridique, donc des immeubles, des fonds de commerce, des parts de société et qui les revend pour faire un bénéfice. Il y a ce- il est à ce titre commerçant puisqu'il fait à titre habituel professionnel des actes de commerce décrits par l'article L 110-1 du Code du commerce. Ce qui caractérise l'activité de marchand de biens, c'est le fait de devenir propriétaire du bien dont il fait le commerce. Et on peut faire du marchand de biens également au-delà du simple immeuble ou bien immobilier. Par exemple, vous pouvez avoir un immeuble avec en rez-de-chaussée un restaurant et quelque chose comme ça, et donc revendre également le, le fonds de commerce de restaurant. Et quand vous avez mis la machine en route, cela représente 80% des efforts de la réussite. Après, vous aurez des opportunités et seulement une ou deux, cela va rapidement remplacer votre salaire actuel. Est-ce qu'il faut une société et devenir professionnel? Tout est une question de prise de risque. Vous pouvez mentir et déguiser vos opérations de marchand de biens comme un simple arbitrage patrimonial. Ce n'est pas interdit de revendre son patrimoine. Mais si vous êtes propriétaire du bien quelques mois, semaines ou jours, ça va être dur à justifier. Imaginez gagner 50 000 euros par an de salaire, puis vous faites une opération d'achat-revente et avec un gain de 50 000 ou 100 000 euros. Je vous assure que les impôts vont commencer à regarder. Si l'année suivante, cela recommence
et que vos revenus d'achat-revente sont supérieurs à vos revenus normaux, ça va être compliqué de justifier que vous n'êtes pas un professionnel. Vous courez le risque de la requalification en marchand de biens. Alors, pourquoi cette guerre? Comme professionnel, vous êtes tenu à une comptabilité pour être sûr que vous ne fraudez pas le fisc, à des engagements d'assurance pour l'acquéreur et des règles quant aux préemptions des locataires. En tant que professionnel, vous avez une société, SAS, SARL ou SSCV, qui veut dire Société civile de construction-vente. C'est une société qu'on crée juste pour une opération et qu'on dissout une fois que l'opération est terminée. Moi, j'utilise Legal Place et pour pouvoir faire toutes mes créations de société, vous avez différents forfaits, même le tout compris où c'est eux qui s'occupent de tout. Et dans le lien dans la description, vous avez même moins 15%. La création d'une société et la gestion d'une société, contrairement à ce qu'on dit, c'est assez simple et peu coûteux, moins de 1000 euros par an avec l'ensemble des assurances, etc. Les assurances aussi sont obligatoires car les accidents n'arrivent pas qu'aux autres, surtout dans les travaux. Vous allez générer de la marge, donc une possibilité soit d'un salaire, soit d'une optimisation fiscale avec une holding. Et ce ne sont pas des montages compliqués. Vous devez en discuter avec un comptable en fonction de votre situation. Âge, marié, famille, revenus, patrimoine. Et vous aurez accès au financement professionnel dont on parlera plus tard. Et surtout, vous êtes en règle, donc vous pouvez dormir tranquille sans risque d'être requalifié. Le principe. On a vu dans la définition que le marchand achète pour revendre avec une marge. Comment est-ce possible qu'un propriétaire accepte un prix moins élevé que celui que vous allez revendre? Le principe d'une opération est de trouver le différentiel de marché pour pouvoir faire une plus-value. Je vais vous raconter l'histoire d'un très bon ami de marchand de biens sur Lyon, qui m'a d'ailleurs aidé à démarrer. Et il a fait une opération, il m'a raconté une opération sur un immeuble de bureau qu'il a fait dans Lyon. Donc le vendeur était propriétaire d'un immeuble de bureau loué par Nexity. Nexity met fin au bail, c'est-à-dire que le bail commercial, c'est des engagements de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et donc, à la fin d'une des périodes triennales, Nexity dit bah, on ne veut plus louer votre immeuble, on va aller dans d'autres bureaux ailleurs. Donc, le propriétaire se dit qu'il n'a pas envie de s'embêter à retrouver un autre locataire, etc. Et que c'est mieux de vendre son bien immobilier. Il le vend à mon ami Lucien, qui lui achète l'immeuble alors cash, c'est une stratégie dont on parlera un peu plus tard. Et voilà, et donc il signe la promesse de vente, il commence, sauf que pendant la vente, donc les locataires, c'était Nexity, changent d'avis et décident de rester. Donc ça, c'est un beau cadeau pour Lucien, qui du coup va renégocier un nouveau bail, puisqu'ils avaient annulé leur bail, donc leur bail n'existait plus. Donc de nouveau un nouveau bail avec un nouveau prix, un nouveau loyer. Et entre-temps, il a donc revendu, puisqu'il avait un immeuble de bureau avec un locataire. Il a réussi à signer un engagement, un bail de 9 ans ferme, et non plus une révision triennale, et avec une belle signature Nexity. Donc ça, c'est facile à revendre, il suffit d'appeler un fonds d'investissement, et eux, ils achètent cash. Ce qui fait que dans les 2 mois de délai incompressible d'une transaction immobilière, pendant la période où il y a l'ensemble des notaires qui font toutes les vérifications et le délai de préemption, et ben, le marchand de biens a acheté et revendu le bien immobilier. Ce qui fait que concrètement, il a tenu l'immeuble très peu de temps. Et il a acheté donc l'immeuble 1,3 million et il a revendu 2 millions d'euros. Donc il fait une très belle plus-value pour en fait pratiquement rien puisque le locataire était déjà en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le vendeur a accepté de vendre à 1,3 million. Et c'est parce qu'en fait, il n'avait pas envie de prendre le risque. Il n'avait plus de locataires. L'immeuble, il l'avait acheté depuis un certain temps, donc lui, il avait fait déjà une plus-value. Voilà, donc il vend un immeuble. L'offre qu'il fait, c'est vendre un immeuble sans garantie de loyer.
sans aucun locataire, donc un immeuble qui est vide. Et sur Lyon, il y a beaucoup de vacances de bureaux. Donc trouver un nouveau locataire, ça va demander du temps, du travail, et le nouveau locataire va demander des mois de gratuité afin de remettre le bien au goût du jour. Et ce qui est arrivé, ce que le marchand a revendu, c'est un immeuble avec un locataire déjà en place. Donc ça, c'est mieux qu'un immeuble de bureau vide. Une très belle signature, Nexity, et un engagement ferme de 9 ans. Donc c'est plus du tout la même offre que vendait le propriétaire. C'est pour ça qu'il y a un différentiel, une plus-value entre les deux. Et vu que le marchand de biens est excellent et très bon, il a réussi à très bien négocier. Entre autres, grâce à l'offre cash qu'il a faite et parce qu'il connaît très bien les fonds d'investissement. Donc quand on envisage une opération, la question à se poser, c'est à qui je vais revendre et à quel prix. De là, vous établissez la stratégie. C'est ce que nous allons voir dans comment réussir une opération de marchand de biens. Partie 2, réussir une opération. Pensez à la revente. Cela commence par savoir à qui nous allons revendre le bien et comment. L'opération commence toujours par la fin. Vous établissez le prix de revente final minimum auquel vous déduisez votre marge. Le prix final, ça représente votre chiffre d'affaires. Donc, votre chiffre d'affaires moins minimum 20% de marge. Et vous déduisez l'ensemble des coûts prévisionnels. Et enfin, vous avez votre prix d'achat maximum. Nous verrons le bilan par la suite. Le bénéfice se fait à l'achat. Si vous achetez trop cher, vous ne pourrez jamais revendre correctement. Il vaut mieux ne pas acheter qu'acheter au mauvais prix. Pour bien déterminer le prix de revente, il faut déterminer la cible client et tout dépend de l'emplacement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet adage, la seule règle dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En fonction de l'emplacement, vous aurez une typologie d'acquéreurs. Et cela va vous déterminer leur attente et vous pourrez alors établir votre stratégie. La typologie des acquéreurs. Donc vous avez les étudiants et jeunes actifs. Ce qu'ils veulent principalement, c'est être proches, alors soit de leur travail, soit de leurs études, de leurs écoles, en centre-ville. Tous n'ont pas le permis ou la voiture, proches des lieux de fête, etc. Donc un bien immobilier en centre-ville est de petite taille puisque ils ont un budget limité. Donc moins c'est cher, mieux c'est pour eux. Et ils préfèrent garder une partie de leur budget pour faire la fête. Donc l'emplacement va être proche des centres-villes. Dans la typologie des offres, eh ben, on va pouvoir voir que ça va être par exemple la location meublée, parce que ça leur évite de mettre de l'argent dans l'achat des meubles. La colocation peut être une bonne solution pour eux, le co-living aussi. Le co-living, c'est le fait de partager un appartement avec, vous avez une partie micro, on va dire, micro-logement privative avec une chambre, une douche, une salle de bain et des parties communes à partager, par exemple le salon, la cuisine, etc. Donc, étudiants jeunes actifs, c'est surtout centre-ville, logement de petite taille. Les primo-accédants, jeunes couples et divorcés, là, ça va être proche de leur travail. Ils vont le chercher par rapport au lieu de travail. Aussi des surfaces plutôt restreintes en fonction du budget. Divorcés, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas leurs enfants en permanence, donc moins besoin de chambre. Et primo-accédants et jeunes couples, c'est parce que le budget ne va pas leur permettre d'avoir quelque chose de plus grand et qui n'ont pas encore d'enfants. Et donc là, ça va être aussi proche centre-ville et on va commencer à aller un peu dans la périphérie. Les familles, surtout depuis le Covid, ça va être plutôt de la maison, des appartements avec chambre, puisqu'il faut une chambre par enfant, et si possible, plutôt proche des lieux de travail et de la verdure, parc, euh, périphérie de ville, campagne, etc.
Les retraités, bah là, on va quitter la maison familiale pour revenir en centre-ville pour pouvoir avoir tout ce qui est à proximité, la pharmacie, le médecin, les courses, etc. Parce qu'on bouge moins vite, on a moins de mobilité, donc c'est mieux que quand c'est plus proche. Donc aussi des appartements de petite taille puisqu'il y a plus de familles, plus d'enfants. Voilà, les investisseurs, ça va être surtout la rentabilité. Donc là, ça va être de mettre une rentabilité dans le bien immobilier pour pouvoir la revendre ou le potentiel. Par exemple, un plateau où l'investisseur va pouvoir faire ses travaux et louer. Les logements en courte durée, ça va pouvoir les intéresser parce qu'il y a une rentabilité, etc. Et c'est déjà validé. On a également les professionnels qui comptent, qui peuvent acheter des murs commerciaux pour leur commerce, des bureaux, des industries, des usines, etc. Et donc, dans la typologie d'offre, la location nue, c'est un appartement sans aucun meuble qui est vide et la personne l'aménage. Donc, c'est surtout pour les familles qui ont déjà des biens, enfin, qui veulent meubler en fonction de leurs affaires, les retraités également. La location meublée, qui va être pour tous ceux, les étudiants, jeunes actifs, primo-accédants, les divorcés, les retraités. La location courte durée, donc c'est de la location qui est faite à la journée, à la semaine, au week-end, au mois, au trimestre. La colocation, bah, c'est prendre un appartement et le diviser pour louer chaque chambre. Donc ça correspond très bien aux étudiants ou jeunes actifs. Donc par exemple, pour une opération de marchand, c'est de prendre un appartement familial, le mettre en colocation, remplir l'appartement et revendre à un investisseur une rentabilité. Le co-living, donc là, c'est une sorte de colocation premium, on va dire. C'est quand vous avez des mini-appartements avec donc chambre plus une salle d'eau privative et quelques espaces en commun, comme la cuisine et la salle de bain, la cuisine et la salle à manger. Et tout ce qui est immobilier commercial, donc c'est de l'immobilier dans lequel on peut avoir une activité commerciale, professionnelle, etc. Donc les attentes, c'est ce qu'on a vu pendant le descriptif, chacun va avoir, en fonction de là où il en est dans sa vie, des attentes différentes. Et c'est là où votre emplacement va déterminer leurs attentes et à qui vous allez pouvoir revendre. Donc c'est important quand vous faites une opération de marchand de biens, de vous dire, bah, ici l'emplacement va correspondre, par exemple vous êtes en centre-ville, à des étudiants, ou jeunes actifs, j'ai un grand appartement, bah, au lieu de le garder pour une famille, d'essayer de le revendre en l'état, peut-être je vais faire des studios. Et à ce moment-là, je vais le diviser et gagner plus d'argent. La stratégie est de créer de la plus-value pour la cible visée. Donc nous avons la division. Cela est de créer plusieurs unités à partir d'une unité plus grande. Par exemple, le plus simple, c'est la division de terrain. Vous avez un terrain, vous le divisez en deux, vous vendez deux parcelles constructibles. Au-delà de enfin, à partir de la troisième parcelle, vous tombez dans la réglementation du lotissement avec des obligations telles que l'accès des pompiers, etc. Donc, il faut en parler avec un géomètre et un architecte pour tout ce qui est dépôt de construction, mais normalement, le géomètre suffit. Donc, c'est de trouver un bien immobilier et de le mettre en forme qui soit plus adapté au marché où se trouve ce bien-là. Par exemple, suite au Covid, de nombreuses familles ont quitté les centres-villes pour aller chercher plus de verdure, laissant des grands appartements vides. À ce moment-là, vous avez deux stratégies. Donc la première qui est de juste remettre un coup de frais et vous mettez des locataires pour faire de la colocation et revendre à un investisseur une rentabilité. Ça, c'est le plus simple, le plus rapide, et vous verrez que généralement, c'est ce qui rapporte le plus. Ou vous pouvez le diviser, ça va vous demander des travaux, en faire des studios pour revendre les studios. C'est vraiment une question d'arbitrage entre rapidité et, et- et savoir gérer les travaux. Justement, vous avez la rénovation, c'est s'occuper de la charge des travaux que ne veulent pas faire en général les acquéreurs. La clé du succès est de bien s'entourer
pour transformer le bien immobilier pour une catégorie d'acquéreurs différente. Il y a une autre stratégie qui est donc de revendre sans travaux. À ce moment-là, vous achetez, on l'a vu avec l'immeuble de bureau, et vous revendez directement à un autre acquéreur différent. Vous pouvez apporter de la liquidité. Donc là, c'est plus une stratégie d'achat, c'est de négocier à la baisse un bien immobilier que vous allez pouvoir revendre avec ou sans travaux. Mais l'objectif, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de liquidité tout de suite, et donc vous allez profiter de cette opportunité pour être celui qui peut mettre l'argent sur la table tout de suite, ou qui est finançable tout de suite. Donc ceux qui ont besoin de liquidité, c'est souvent, vous allez avoir les gens qui sont dans le divorce, les successions. Et ça m'est arrivé. Il y avait une famille qui vendait un très beau bien immobilier sur Caluire avec un grand terrain, sur lequel, avec négociation, on pouvait peut-être le rendre constructible. Et la famille a fait passer pratiquement tous les marchands de biens en essayant d'obtenir le maximum. Alors à l'époque, tous les marchands l'avaient estimé à 1 million 2. Moi, j'avais fait une offre à 1,5 million avec la condition suspensive de si le terrain devient constructible. Eux, ils étaient sur des sommes stratosphériques de 2 millions d'euros. Et puis, il est arrivé ce qui arrive de temps en temps, c'est que l'un des deux propriétaires du bien, c'était un frère et une sœur, et le frère est mort. Et donc, d'un coup, la famille, les enfants, ont dû trouver de l'argent pour payer les frais de succession. Et là, bah, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne pouvaient pas garder le bien immobilier. Du coup, ils ont été obligés de le vendre rapidement. Et ils l'ont vendu à 800 000 euros. Voilà. Donc, ce qui fait même moins que ce que les marchands de biens avaient prévu. Mais ils avaient tellement essayé de gagner le maximum, et ils rêvaient sur leur prix, que le jour où ils ont eu besoin de cash, eh ben, ils l'ont vendu à un prix cassé. Donc, si vous êtes le marchand qui arrive au bon moment et qui achète le bien, et ben et qui fait l'offre parce qu'ils ont besoin d'argent tout de suite, vous pouvez remporter la mise et faire une très belle marge juste sur l'achat. Et après, vous pouvez revendre en l'état. Et justement, vous pouvez derrière vous autoriser à prendre le risque. C'est-à-dire que, surtout en ce moment, il y a des refus de prêt, des refus d'autorisation, de permis de construire, etc. Et donc, souvent, des propriétaires qui ont mis leurs biens à la vente, et généralement, c'est quand ils les ont mis trop cher, ils ont eu une déconvenue, un acquéreur qui a eu un refus de prêt, etc. Et du coup, ils veulent plus revivre ce manque de cette mauvaise expérience. Et à ce moment-là, ils vont être ouverts à quelqu'un qui va leur apporter cette sécurité, de dire bah, moi, je vous paye cash. euh, et à ce moment-là, vous allez revendre plus cher en acceptant que, votre acquéreur bah, puisse avoir un refus de prêt, et qu'au lieu de prendre 3 mois, bah, ça prenne 6 mois, etc. Mais vous allez vous faire votre marge. Ou que pour obtenir un permis de construire, au lieu que ce soit 2 mois, ils mettent 6 mois. Et donc ça, je vous l'explique dans la stratégie cash, et je vous mets le lien d'une vidéo où j'ai fait exprès uniquement sur cette vidéo stratégie cash. Après, il y a le changement de destination. C'est donc de prendre un bien immobilier et de le transformer pour une autre utilisation. Par exemple, un lieu de stockage qui est en centre-ville face à une université, vous le transformez en microbrasserie. Et une fois que ça tourne, vous revendez les murs de la microbrasserie. Transformer des bureaux en habitation. La clé du succès, c'est de voir ce qui est possible, le potentiel que les autres n'ont pas vu. Donc dans les différents types de stratégies, vous avez par exemple pour les parkings, bah, de transformer le parking en box. Et c'est vraiment pas cher parce que ça coûte à peu près 500 euros. C'est le fait de murer, mettre une porte, etc. Vous pouvez aussi diviser un parking. Par exemple, vous faites sur un parking trois parkings à moto. Vous louez chaque parking. Et généralement, un parking à moto coûte aussi cher qu'un parking plein total. Donc ça vous fait pratiquement une rentabilité multipliée par 2 ou 3. Et vous revendez le parking avec une rentabilité à un jeune qui veut faire son premier investissement.
Vous avez aussi, par exemple, de mettre une borne électrique, puisqu'aujourd'hui, il y a une obligation dans les copropriétés d'avoir un certain nombre de parkings avec des bornes électriques. Et c'est un coût, et la copro ont du mal à se mettre d'accord là-dessus. Les copropriétaires, un copropriétaire veut rarement faire les travaux, donc si vous le faites, ben, vous pouvez revendre à quelqu'un qui est propriétaire d'une voiture électrique et qui ne trouve pas dans une copro un parking avec une borne électrique. Donc les terrains, on l'a vu, c'est vous pouvez les diviser pour avoir 2 unités ou plus, et donc revendre plus cher. La viabilisation, c'est-à-dire que vous allez apporter l'ensemble des réseaux, eau, électricité et tout est l'égout si c'est dans la commune. Et comme ça, la personne va pouvoir obtenir son permis plus facilement et il y aura moins de travaux de frais et elle sait qu'elle peut construire. Ou carrément obtenir un PC, un permis de construire. Donc la personne, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que obtenir un permis de construire, c'est long et vraiment, des fois, il faut batailler. Et elle pourra soit construire la maison pour le permis de construire qu'elle a obtenu, soit juste faire un modificatif. Et faire un modificatif de permis de construire, ça va beaucoup plus rapidement que toute l'instruction du permis de construire. Les appartements, on l'a vu, la division en petits appartements, la rénovation ou la revente en l'état. Par exemple, si vous l'avez acheté en stratégie cash, si tout simplement vous avez bien négocié, donc vous avez négocié comment ça s'appelle, un bon prix. Les maisons, vous pouvez les diviser en appartements, vous pouvez les faire en colocation, vous pouvez les rénover et les revendre toujours en l'état. Les immeubles, c'est pareil, division en appartements, ce qu'on appelle à la découpe, et revendre chaque appartement à la découpe, soit les rénover, soit la revente, c'est-à-dire vous pouvez les diviser en, en appartements, les louer ou acheter un appartement qui est vide, le louer, et une fois qu'il est loué, vous le revendez à un propriétaire, à un investisseur qui veut une rentabilité. Pour le bilan, je vous mets en description un lien vers un bilan d'une opération de marchand de biens. Donc là, c'est la version simple pour savoir si l'opération est rentable ou non. Surtout si vous faites des travaux, vous devez passer par un comptable spécialisé des marchands de biens. Cela va vous coûter environ 500 € pour faire le prévisionnel de l'opération, mais c'est indispensable car nous avons des taux de TVA différents et donc cela peut changer du tout au tout votre bilan. Une opération de marchand de biens doit dégager au minimum 20% de marge, sinon la banque ne vous financera pas. Et négocier bien plus que 20% pour avoir un matelas en cas d'imprévu. Et plus vous négociez de marge, mieux c'est pour vous. Et plus vous aurez de choix d'opportunités, mieux vous pourrez aller pouvoir négocier. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Donc c'est un bilan simple pour pouvoir comprendre si l'opération est rentable ou pas. Donc on est sur un très bel hôtel particulier qui est rue du Ken dans le Lyon 6e, donc le meilleur quartier de Lyon. Et alors c'est en 2016 ou 2017. Donc on peut voir que déjà pour le prix d'achat est assez exceptionnel puisqu'on est à 2500 €, ce qui est pratiquement introuvable, pour 630 mètres carrés. Donc après, on va additionner l'ensemble des frais, donc les droits de mutation, c'est les notaires, les frais d'agence. Là, c'était un seul hôtel particulier et on ne pouvait pas faire de copropriété, et c'est ce qui bloquait la vente, c'est que le bien en fait avait un magnifique escalier en bois euh, au centre de l'hôtel particulier, ce qui faisait soit on le dégageait et on pouvait faire un ascenseur ou quelque chose et diviser, mais on avait un problème parce qu'il n'y avait qu'une seule porte. Et en fait, il n'y avait qu'un seul lieu de rentrée, ou sinon c'était des travaux trop importants et en fait, c'était pas rentable. Et donc, il fallait garder ce magnifique escalier. Sauf que cet escalier empêchait de diviser les étages. Il y avait 3 étages plus les combles aménagés, déjà aménagés. Voilà. Et donc, mon idée a été en fait de revendre en bureau. Donc, j'avais déjà l'acquéreur, hein, qui était une société, un cabinet d'avocats. Et voilà, alors j'expliquerai un peu plus après. Mais donc, du coup, pas de règlement de copropriété, mais quand vous faites un immeuble,
c'est un truc à prévoir. Là, il fallait acheter 4 parkings, donc c'était, à côté et les droits de mutation sur les parkings. Alors vous voyez que les droits de mutation sont faibles, tout simplement parce qu'en fait, vous avez, des frais assez peu élevés en tant que marchand de biens quand vous revendez dans les 5 ans. Voilà, les frais de dossier, pour la banque, les frais de caution pour la banque aussi. Et là, on était parti sur, donc c'est une estimation des travaux. Alors regardez bien, c'est bien marqué nettoyage et décoration. Puisque comme je vous l'ai dit, j'avais décidé de garder l'escalier en bois, donc on ne pouvait pas faire beaucoup de travaux. Et c'était un traversant dans la rue du Kent et sur sur la cour privée. Donc on n'avait pas beaucoup de choses de modifications à faire, c'est juste que c'était un immeuble, euh, c'était déjà des bureaux en fait, c'était un agent AXA qui était là et qui était le propriétaire et ça faisait pratiquement 10 ans qu'il n'était pas très bien habité. Donc il fallait surtout le nettoyer et le faire que ça devienne un immeuble, des bureaux de très haut standing. Donc l'ensemble du projet initial c'est à financer, c'était cela, 2,7 millions. Donc l'apport, le montant en comment ça s'appelle? En prêt bancaire et après donc là, il y a mon calcul de ce que je voulais faire. Donc il y avait les mètres carrés de bureau, de 530 mètres carrés de bureau à 7 000 € de mètre carré. Donc ce qui est le prix, à l'époque, le logement coûtait à peu près entre 8 000 et 9 000 € dans le quartier. Un des immeubles de standing haussmannien comme, cet hôtel particulier. Et il y avait en haut, alors c'était la difficulté, c'est pour ça que c'est un appartement, donc il existait, il était déjà en appartement, il avait déjà l'ensemble des flux et des évacuations d'eau, etc. Donc tout était prêt, il y avait juste, il datait de 20 ans, donc il avait une vieille moquette orange, etc. Il était dégueulasse. Donc il fallait enfin, le rendre au goût du jour, etc. Et le problème, c'est que, à part, hein, on ne pouvait pas le diviser. Donc on était obligé de revendre cet appartement-là à, un peu comme garçonnière aux avocats qui allaient prendre les bureaux. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc malheureusement, ça dévalorise le bien immobilier. Je ne pouvais pas le revendre plein pot, un appartement en comble, même sans ascenseur. Ça se revendait entre 5 500 et 6 000 € le mètre carré à l'époque. Et là, malheureusement, j'ai dû, casser le prix parce que, il avait d'utilité que pour les propriétaires qui allaient acheter les bureaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé combien se louaient des bureaux, haussmanniens, dans sur Lyon 6e, près du parc de la Tête d'Or et donc le prix donc dans les bureaux, on parle de prix hors taxe, hors charge du mètre carré par an. Donc là, on est à 350 € du prix, mètre carré, fois les 630, moi j'ai un peu tout inclus, ça faisait du 200 000 et sur le prix de vente, d'accord, ça fait du 5,34 % de rentabilité. Ce qui est très bon pour l'époque, puisqu'on est dans Lyon 6e, du patrimonial, ça vous couvre pratiquement 80 % de l'emprunt bancaire. Heu, pour un hôtel particulier, c'est un très bon placement. Donc concrètement, l'avocat achète en SCI à son nom propre, il se fait financer ça et il va se mettre un loyer beaucoup plus élevé que ça ou il va trouver une astuce et ça va lui coûter pratiquement rien et à sa retraite, il aura un très beau rendement parce qu'il aura, peut-être maintenant il doit avoir 200 ou 250 ou 300 000 € de loyer. Donc après, vous avez le remboursement, donc qui est la levée bancaire, les intérêts à payer sur une opération de 6 mois, puisque du coup, il y avait très peu de travaux, il y avait pas d'autorisation à demander, il n'y avait rien à faire. Alors, il fallait quand même nettoyer la façade, parce que la façade n'avait jamais été nettoyée, donc elle était crade de pollution. Donc voilà, et voilà. Et donc du coup, le gain est de assez énorme. Donc on est à un rendement de 43 %. Et là, c'est là où on va voir l'astuce tout à l'heure quand on va demander du financement. C'est que quand on parle de rendement, on parle en fait la différence entre le prix de vente et le prix total du projet. Plus ça, hein.
on additionne ces 2 éléments, donc et c'est ça, ce rendement qui doit être au-delà de 20. Donc à 43, on était sur une très, très belle opération. Je vous expliquerai la prochaine ligne par la suite, mais voilà, donc c'est là où vous devez voir, si vous arrivez à plus de 20, c'est que vous êtes un très bon négociateur et même dans Lyon, vous voyez, ça se trouve. Il suffit de, bien chercher, de comprendre pourquoi, là, c'était, des frères qui étaient en indivision et pourquoi ça se vend pas. Typiquement, là, c'est, à cause de l'escalier et qu'on pouvait en fait faire qu'une seule chose dessus. Partie 3, une opération, donc la prospection. Comment trouver une bonne affaire? J'ai de nombreuses méthodes que j'expose dans la méthode du bien gratuit. Ici, je vais vous en présenter une méthode efficace en 2 étapes lorsque l'on démarre pour aller vite et apprendre à négocier. Vous avez moteurimo.fr, c'est un agrégateur d'annonces immobilières. Il y a des centaines de sites web immobiliers. Toutes les annonces ne se trouvent pas sur le bon coin. Donc là, vous aurez toutes les annonces du marché puisque ça collecte dans tous les sites. La deuxième étape, c'est de faire une recherche large pour avoir le maximum de résultats et faire le tri par la suite. C'est aller chercher ensuite les fonds de tiroir. Ce sont les annonces qui traînent depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois. Lorsqu'une annonce apparaît, tout le monde appelle, surtout les pros. Puis, tout le monde aimant la nouveauté, les appels se concentrent sur les dernières annonces et les alertes reçues. Et si le bien n'a pas été vendu rapidement, les acquéreurs vont se dire il y a un loup. Oui, car les bonnes affaires, ça ne traîne pas. Et même, ça n'est pas publié et je vous en parle après. Il faut savoir que les visiteurs des plateformes scannent les listings en quelques secondes, en moins de 20 secondes pour prendre la décision de cliquer ou pas sur l'annonce. Et le processus d'acquisition est long. On revient plusieurs fois sur les annonces, encore et encore. L'œil va enregistrer la photo et l'annonce va devenir invisible, comme les choses qui traînent au fond de votre tiroir et que vous ne voyez plus. Bref, il n'y aura plus d'appels, plus de visites. Donc la méthode est de relancer les anciennes annonces qui sont là depuis un certain temps, plus d'1 mois ou 2 mois suivant le secteur. Visiter pour comprendre pourquoi cela n'a pas été vendu, à 90% du temps, ce sera le prix qui est trop cher. Et là, vous pouvez faire une offre très basse suivant le besoin de la personne. Cette méthode de prospection va très bien avec la méthode cash dont je vous parle dans la négociation. Il faut comprendre que pratiquement tous les biens à vendre passent par un professionnel de l'immobilier. Environ 70% sont vendus par eux. Comment ça se passe? Un professionnel fait de la prospection tous les jours, car c'est son métier, donc toujours plus que vous. Il trouve un bien avec un propriétaire vendeur et il est payé uniquement au résultat. Donc plus c'est rapide, mieux c'est. Il va donc en priorité appeler son listing et les investisseurs qu'il connaît et avec qui il sait que cela va aller vite. Donc une bonne affaire est toujours vendue sans jamais être publiée. À moins d'être dans le carnet d'adresse d'un agent immobilier qui est aussi une autre très bonne méthode de prospection et plus facile, vous allez devoir créer votre bonne affaire. Ce que nous allons voir dans la négociation. Il faut comprendre que la vente immobilière, ce sont 2 mots, vente et immobilière. La vente, c'est un métier et tout le monde n'est pas vendeur. Et immobilier, c'est un terme juridique qui définit ce qui n'est pas meuble, ne bouge pas. Et je vous passe la partie sur les meubles et immeubles par destination. Le particulier pense troquer son lieu de vie contre de l'argent. Sauf que c'est une vente très émotionnelle, avec ce qu'on appelle des deuils. Tout le monde est différent et donc chacun prend des décisions différemment. En vente, nous avons la méthode Sonka pour sécurité, O orgueil, N nouveauté, C confort, A argent, S sympathie. Chacun ne réagit pas pareil aux mêmes arguments. Le plus frappant, c'est le cas de la sécurité. Imaginons un bien très bien sécurisé. Pour certains, cela va les rassurer. Tous ceux qui sont sécurité et confort. Sécurité, c'est ne pas avoir de soucis, et le confort aussi, c'est être tranquille, pas avoir de problème, etc. À l'inverse,
Si le besoin a besoin d'autant d'équipements de sécurité et que le propriétaire a dépensé autant d'argent, c'est que le quartier craint, ce qui va faire fuir un sympathie, nouveauté, orgueil. Sympathie, il aime inviter ses amis. C'est un lieu de vie qu'il recherche. Donc si ses amis se font agresser en venant chez vous, chez lui plutôt, il va pas aimer. Le nouveauté, il aime tout ce qui est gadget et il n'a pas envie de s'embêter avec des éléments de sécurité où il va avoir peur de montrer ce qu'il a. Et pareil pour l'orgueil, il veut habiter un bon quartier, montrer qu'il a réussi, donc ça va pas lui plaire d'être dans un mauvais quartier. Et si le propriétaire insiste sur ces éléments de sécurité sans savoir qui est son acquéreur, sans avoir fait le son cas de son acquéreur, et ben justement, il va faire foirer la vente sur un simple mot des fois, juste en insistant sur les éléments de sécurité qu'il a mis. Et le propriétaire va vendre son lieu de vie, croyant que les gens sont comme lui. Or, cela va les faire fuir, car les acquéreurs veulent acheter chez eux et non la vie de l'ancien propriétaire. Un particulier se sépare d'un bien immobilier pour une raison qui est appelée un deuil, donc émotionnel. Divorce, changement de vie et un décès. Et quand vous faites une visite avec un propriétaire, c'est souvent qu'il vous raconte sa vie pendant la visite. Et ça, il n'y a rien de mieux pour faire fuir l'acquéreur, puisque lui, il veut effectivement habiter chez lui. Donc, la négociation immobilière est de l'humain, de la psychologie humaine avant tout, à l'achat comme à la vente. Et vous devez comprendre comment raisonnent le ou les propriétaires pour que votre offre soit entendue. Car vous devez faire un bénéfice sur l'opération. Ça veut dire acheter moins cher que le prix du marché. On pense toujours au prix, mais les conditions suspensives de la vente sont aussi importantes. Par exemple, l'obtention d'autorisation, de financement, de revente pour pouvoir vendre avant d'avoir acheté, ou le crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est la Rolls, puisque c'est le propriétaire qui va vous autoriser de vendre avant l'acte final et qui va vous faire la banque, donc plus besoin de banque. Une autre méthode de négociation, c'est la méthode cash. Vous allez proposer un prix sans condition de prêt, et mieux, sans aucune condition. Cela va rassurer le propriétaire qui est sûr d'être payé. Évidemment, cela ne fonctionne que si vous êtes déjà marchand de biens avec une ligne de crédit ou si vous avez les fonds disponibles au moment de la réitération de l'acte. Cela fonctionne très bien pour les biens de fonds de tiroir. Nous allons justement parler de financement. Le financement. Acheter pour revendre est un acte commercial comme nous l'avons vu. Donc ce n'est pas avec votre conseiller bancaire qu'il faut aller voir, mais c'est avec la partie professionnelle. Il y a quelques banques qui sont plus ouvertes aux marchands de biens et d'autres banques en fonction de votre profil. Donc la Caisse d'épargne, la Banque populaire, le CIC, et après des banques privées qui ne sont pas françaises comme la CaixaBank, banque espagnole, la Banque cantonale de Genève, banque suisse, ou la Montepaschi, banque italienne, mais qui sont toutes présentes sur le sol français et qui font des prêts aux marchands de biens français. Nous parlons de prêt marchand, en réalité c'est un découvert. La banque va vous autoriser un montant de découvert pendant une période donnée. Si vous avez déjà eu des découverts, vous savez qu'il est plus cher qu'un prêt normal. Là, c'est pareil. En général, c'est 5% plus cher qu'un prêt immobilier. Et vous devez payer les intérêts chaque trimestre. Donc pensez à les provisionner sur votre bilan si vous ne les avez pas en cash. Et quand l'opération est finie, on dit débouclé, vous remboursez le découvert utilisé. Et plus vous avez d'affaires, généralement au bout de 5, vous allez pouvoir négocier une ligne de crédit, c'est-à-dire une prévalidation d'un montant de milliers ou de millions d'euros en fonction de votre volume d'affaires et de votre succès. Il suffira d'envoyer des éléments au conseiller et vous aurez un retour rapide car l'argent vous est déjà réservé. La banque va regarder absolument la sécurité. Elle doit être sûre de retrouver son argent. Donc le meilleur prix d'acquisition est le plus souvent des préventes effectuées. Un minimum de 20% de marge par opération et un apport financier entre 20 et 30%. Et vraiment, quand c'est votre première opération et qu'ils veulent tout cadrer, ils vont peut-être vous demander une caution personnelle sur votre maison.
Comme ça, ils sont sûrs d'avoir 2 fois l'argent qu'ils vous ont prêté en garantie. Un bon moyen est de passer par un courtier, car certaines banques financent mais ne le disent pas. Il y a très peu de courtiers qui font les marchands de biens. C'est une denrée rare, donc il faut la chercher. Il y a également le crowdfunding qui peut être une solution pour la première opération. Les plateformes euh, ont les mêmes critères que les banques, mais acceptent plus facilement les primo-marchands. Par contre, les frais vont être entre 20 et 25% par an des sommes empruntées. Et ça change un bilan. Généralement, si vous avez une banque, une prise de risque, la banque se demande est-ce que la personne va arriver à revendre? Est-ce qu'elle a estimé le bon prix de revente? Donc c'est ce qu'il faut montrer au banquier que vous avez bien acheté, bien inférieur au prix et que vous allez revendre avec la marge, qu'il y a le moins d'incertitude possible et que pratiquement vous avez prévendu. Souvent, euh, les banques, même spécialisées, vont dire non aux primo-marchands et c'est ce qui m'est arrivé. Ma première opération, c'était une opération sur Bron, donc à côté de Lyon, pour une maison avec un terrain. Je me suis évertué pendant pratiquement un an à obtenir un permis de construire pour des maisons jumelées. Et quand j'étais prêt, quand j'avais explosé tous les délais, je suis allé voir les banques avec mon dossier, avec des préventes, avec du cash. Et la plupart des banques, en fait, vu que c'était ma première opération et qu'il y avait la construction de maisons individuelles, ont refusé de me financer. Ce qui fait qu'un jour, je me suis retrouvé avec un ami, un marchand de biens, donc le fameux Lucien qui a acheté l'immeuble de bureau dont je vous ai parlé en tout début. Et il me parlait de ses affaires, on prenait un café pour un peu changer d'air et voilà, échanger un peu mon mental. Et à la fin, il me demande comment je vais, je lui dis que je suis bloqué sur cette opération. Et là, il me dit, bah, pourquoi on ne la ferait pas ensemble? Et c'est là où j'ai compris que tout investissement, même une opération de marchand de biens, c'était deux parties. La première, c'était de trouver l'opération. Ça, c'est un vrai travail. Et la deuxième partie, c'était de la financer. Et on pouvait faire cette deuxième partie à plusieurs, même la première. Et donc, du coup, on a fait un co-investissement. Et c'est pour cela que dans mon accompagnement, l'accélérateur immobilier, qui est en complément de la formation Le Bien Gratuit, je propose de co-investir avec vous pour réaliser l'opération de marchand de biens, comme mon cher Lucien l'a fait pour moi. Autre règle, ne jamais négocier les conditions du banquier. Vous allez avoir un refus et perdre la capacité de faire d'autres opérations. La dernière partie d'une opération, c'est la revente. C'est la partie la plus simple si vous avez bien acheté. Vous devez être placé en termes de prix. Ça veut dire avoir un prix plus compétitif que les autres biens similaires sur votre marché à la vente. Donc les acquéreurs, qui eux voient toutes les autres offres, parce ils scannent les plateformes d'annonces immobilières, ces acquéreurs-là vont vous appeler en priorité. Plus vous aurez de prospects, plus vous pourrez choisir le meilleur acquéreur. Celui qui est le plus rapide, le plus finançable, et donc le meilleur profil pour votre banque. Aujourd'hui encore, contrairement à ce que disent les médias, il y a de nombreuses ventes. Nous sommes passés effectivement d'un million et demi à 1,3 million de ventes par an en 2021-2022 à 1 million de ventes en 2023. Mais quand j'ai commencé, on était à 600 000 ventes. Donc le volume de transactions reste très important. Comme je vous l'ai dit, euh, le prospect va mettre 20 secondes à décider s'il clique sur une annonce. Donc vos photos et vos visuels 3D en cas de chantier doivent être faits par des professionnels. Pour les visuels 3D, par exemple, vous pouvez passer par une plateforme qui s'appelait 5 euros et maintenant s'appelait ComeUp pour avoir des gens qui font des images 3D et ça va vous coûter moins de 100 euros. Et vous aurez de très bons rendus professionnels. Afin de donner envie de cliquer dessus, donc plus votre image en 3D ou vos photos vont être faites par un professionnel. Alors pourquoi un professionnel pour les prises de photos? C'est pas juste le bon appareil qu'il faut, c'est le bon angle de vue. Et un photographe sait prendre correctement un bien immobilier en photo pour qu'il donne l'impression d'être plus grand, plus beau, plus ensoleillé, etc. Aujourd'hui, la plupart des cibles clientes veulent du clé en main, c'est-à-dire où il n'y a plus qu'à poser les valises.
Pour savoir comment structurer une annonce, je vous mets en lien la vidéo que j'ai faite sur la structure AIDA. Je préfère passer par un professionnel et pour cela, deux raisons. L'émotionnel, on est toujours présent et même comme un professionnel, on a toujours l'émotionnel fort. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut imaginer le cerveau comme des vases communicants entre l'émotionnel et l'intellectuel. Et donc, quand l'un est haut, bah, la pression fait que l'autre est bas. Et quand on est fort dans l'émotionnel, c'est pareil que la vente, et bah, pour le propriétaire, c'est que bah, vous risquez de dire oui ou de vous embarquer dans des conditions qui vont être perdantes pour vous parce que bah, vous n'avez pas assez réfléchi, parce que justement vous étiez dans l'émotionnel. Et quand on parle de gagner de milliers d'euros ou d'en perdre, et ben moi je préfère de rester en retrait pour éviter que mon émotionnel me joue des tours. Et cela vous donne du temps pour travailler sur votre prochain projet. Grand bonus, c'est que le professionnel à qui vous allez demander de revendre va vous apporter encore plus d'affaires. Et encore plus d'affaires si jamais c'est lui qui vous a vendu le bien immobilier, il a fait une première commission, il revend le bien immobilier, il fait une deuxième commission. Je vous assure que chaque fois qu'il va penser à, et surtout si c'est un immeuble où il fait plusieurs commissions, il va penser à vous de plus en plus souvent. La seconde raison, c'est qu'un professionnel, encore une fois, c'est son métier. Il fait ça à plein temps, pas pour jouer, donc il investit en lui, il investit dans son matériel. Donc des biens similaires aux vôtres, il en a déjà eu. Il a déjà payé de la publicité et il a déjà des prospects, il a tous les outils, c'est-à-dire à la fois les plateformes, ça c'est ce que vous voyez, c'est le visible, mais en fait derrière il a souvent, enfin obligatoirement sinon c'est pas un professionnel, ce qu'on appelle un CRM. C'est une sorte de méga fichier de base de données Excel ou etc., enregistre tous les gens qu'il a eu en contact. Et donc, il sait, quelqu'un qui cherche un T2, et ben, il tape sur sa base et sur cet endroit précis, il sait combien il a de gens qui cherchent un T2 et il a même mis une note s'ils étaient finançables, comment ils étaient, etc. Et donc, il va pouvoir faire le travail pour vous beaucoup plus rapidement parce qu'il a déjà cette base de données de prospects. Si vous proposez une nouvelle affaire, comme pour la prospection, et que cette affaire est une bonne affaire, bah, c'est comme pour la prospection, la première action du professionnel, ça va être de relancer son fichier client et ses amis, parce qu'il veut faire bénéficier ses clients d'une bonne affaire. Et donc toute l'antériorité qu'il aura eue et que vous n'avez pas, vous commencez à zéro avec une nouvelle annonce, lui va avoir une longueur d'avance et va pouvoir permettre d'aller beaucoup plus vite que vous. Il peut même vous aider à revendre pendant le délai. C'est-à-dire que vous allez le voir avec votre projet en disant, voilà, de cela, je veux en faire, par exemple, un T2 ou pour reprendre le truc, il peut déjà vous dire, bah voilà, j'ai tant de personnes. Il peut commencer à faire les visites, etc., sans avoir mis d'annonce ni rien. Donc pour vous, vous pouvez même être encore pendant le compromis et déjà travailler sur la revente. Partie 4, ne pas trébucher. Les 6 mythes. Les mythes, ce sont les rats qu'on vous met dans la tête, ça range tout, ça vous empêche d'agir. Donc c'est les préjugés des autres. Il faut être riche. Non, vous pouvez commencer avec un parking, faire installer une borne pour faire de la plus-value, transformer en box, diviser en parking moto, etc. Ça, on l'a vu. Vous pouvez faire le crédit vendeur, c'est le vendeur qui va vous faire une partie du financement ou carrément toute la banque. Le co-investissement. À ce sujet-là, je vous mets en lien une interview avec Bastien Puccini qui fait des club deals. Vous verrez, il est jeune, il sort de ses études et c'est pas lui qui met les milliers d'euros sur la table. Il trouve des partenaires financiers, des gens qui n'ont pas envie de faire tout le travail de prospection, qui veulent juste placer leur argent. Et justement, je vais vous montrer comment on peut faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, si on revient sur le bilan de l'opération que je vous ai montré, donc là, on était assez élevé, à 37%, mais combien vous rapporte cet argent? C'est-à-dire, vous placez de l'argent, vous immobilisez de l'argent, on va dire, vous faites une opération avec de la rénovation, de la revente, etc., et un emprunt bancaire. Donc en fait, là où bon, l'opération était exceptionnelle, mais combien vous rapporte par rapport à l'apport que vous avez vraiment mis?
et c'est ça qui est calculé sur la dernière ligne. Du coup, quand vous allez sur une plateforme de crowdfunding, par exemple, aux investisseurs, on leur promet du 10% par an. Là, un investisseur, alors il faut que vous le connaissiez, il faut que vous ayez le lien de confiance, etc. Mais si vous avez un retour sur investissement de votre cash, enfin de tout ce qui est l'apport de 40, 50, 100%, et vous allez voir que quand vous êtes à 20% ou 30% de marge sur l'opération, vous êtes en fait à pratiquement 100% de rendement sur votre argent, sur l'apport. Et ben, vous pouvez aller négocier du 20% de rendement. Et là, le 20-25%. Et comment ça s'appelle? L'investisseur sera tout heureux de toucher cette somme-là. Et vous, ça permettra d'avoir l'argent pour l'apport, pour la banque, pour faire un effet de levier. Autre, il faut être à plein temps. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire du plus important marchand de biens de Lyon des années 90. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 400 appartements sur Lyon. Et donc un jour, la fameuse histoire des immeubles que j'achetais où je me suis fait préempter, donc je négocie à lui. Et lui, il a une entreprise avec 20 comment ça s'appelle, 20 entrepôts à peu près en France, 20 ou 22, et 167 salariés. Et concrètement, j'étais étonné en me disant, mais comment un marchand de biens, surtout avec le patrimoine qu'il a, tout ce qu'il a, peut, on va dire, s'emmerder, se casser la tête, à avoir une entreprise avec 167 salariés. Il faut être fou pour ça. Et en réalité, bah, il était marchand. Alors il y a 2 décisions qui l'ont fait prendre cette décision-là. La première, c'est qu'en fait, eh ben, il faisait rien de ses journées, il attendait qu'on l'appelle pour faire une affaire. Et du coup, bah, c'était assez vexant pour lui et vu qu'il aime bien être dans l'action, ça l'a vite ennuyé et il a préféré, bah, se remplir son agenda, avoir quelque chose d'utile où, bah, il paye des salaires, il fait, prospérer une entreprise et cetera. Et la deuxième raison, c'est justement la fameuse loi SRU qui est apparue dans les années 90 où les mairies peuvent préempter une opération. Donc vous faites tout le travail, vous trouvez une bonne opération, vous négociez le prix, il faut trouver le propriétaire, négocier le prix, etc. Et elle vient se servir au dernier moment en disant ah bah c'est très bien ça, je le prends pour moi. Ce qui du coup m'est arrivé avec lui. Donc 90% des marchands ne font que une ou deux opérations par an. Autre mythe, c'est risqué. Faire n'importe quoi est risqué. Plus l'opération est simple, mieux vous achetez, moins il y a de risques. Rappelez-vous l'opération sur l'immeuble de bureau dont je vous ai parlé au tout début. Le locataire est même resté en place, il n'y avait rien à faire, il y a juste à trouver un autre acquéreur. Les banques ne prêtent pas. Il y a énormément de transactions, proches d'1 million cette année. Donc les banques prêtent, les gens n'achètent pas cash. Et il y a d'autres solutions. Vous pouvez vous associer, c'est justement l'accompagnement que je propose avec l'accélérateur immobilier. On paye trop d'impôts. Si vous avez le bon système en place, entre autres avec une holding, demandez à votre comptable, il y a de bonnes optimisations à faire. Et c'est moins qu'un particulier, entre autres des reports de plus-value. Les 6 erreurs. Donc la première, c'est acheter pour soi. Vouloir acheter le bien en se disant si ça me plaît, ça plaira à l'acquéreur. C'est faux, car ça ne plaira qu'à vous. Il faut se mettre dans la tête de l'acquéreur, en fonction de pour qui c'est et où est le bien, pas en fonction de vous. Vouloir faire trop compliqué, trop de travaux, de changements de destination, de locataires expulsés, etc. Le bon état d'esprit, c'est comment vous pouvez faire pour que l'opération le plus rapidement possible. Commencez par vous demander si vous pouvez revendre en l'état. Qu'est-ce qui apporte le plus de valeur? C'est le principe de Pareto. Il se peut que 20% vous rapporte 80% du bénéfice. 20% du travail vous rapporte 80% du bénéfice. Pourquoi dépenser et prendre du risque sur les autres 80% des complications qui vont en réalité vous bouffer une grosse partie de votre profit et de votre bénéfice? Donc vouloir faire trop compliqué, mon exemple sur Bron, donc il y avait une maison avec un magnifique terrain sur lequel j'ai obtenu un permis de construire pour 2 maisons jumelées.
Je me suis cassé la tête avec la mairie pour obtenir le permis parce qu'ils voulaient absolument pas me le donner. Enfin, ils voulaient absolument pas m'accorder le permis parce que ça se donne pas. Euh, j'ai voulu vendre. Du coup, je me suis aperçu que les gens avaient besoin d'être rassurés sur qui était le constructeur, etc. Donc j'ai dû chercher un constructeur, renégocier les tarifs parce que c'était pas les mêmes que avec les artisans. Et quand j'ai monté tout ça, c'est là où j'ai dû aller chercher la banque, que la banque m'a refusé, que j'ai dû aller chercher un co-investisseur. Donc énormément de travail. Et j'aurais dû juste diviser et revendre les terrains constructibles plutôt que de vouloir construire les maisons, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait avec mon co-investisseur. Il a tout de suite revendu la maison d'une part, les terrains d'un autre, et hop, c'était fini. Et voilà. Et on a fait pratiquement une marge équivalente chacun. Parce que c'était pas sûr que, avec la construction des maisons, toute la marge me reste. Vouloir être un expert. Ce n'est pas possible d'être un expert en tout, car il y a trop de choses et cela va vous bloquer de passer à l'action. Il y a beaucoup de réglementations sur l'immobilier, donc sur les marchands de biens. Que ce soit pour les locataires, pour le droit d'urbanisme, règles de TVA, assurance obligatoire, etc. Il y a un livre que je vous conseille, Marchand de biens, de Thierry Delessal et Emmanuel Cruvillier aux éditions Delmas. Il y en a un par an, car les réglementations et les jurisprudences évoluent. Ce sont les fondamentaux juridiques uniquement. Je vous mets le lien en description. Ce n'est pas la peine de l'apprendre par cœur et je connais aucun marchand de biens qui a lu ce livre. Pour éviter l'erreur de vouloir être un expert, il faut avoir une bonne équipe autour de soi. Connaître un comptable, un juriste, un architecte. C'est pratiquement le principe même de l'immobilier. L'immobilier, vous faites un effet de levier, c'est-à-dire que le bien vaut 100 et vous allez mettre 10, 20, 30% et la banque va vous prêter les 70 à 90% autres, voire 100%, voire 110%. Donc, vous essayez de maximiser l'argent que vous mettez pour avoir un bien qui vaut beaucoup plus et multiplier votre argent par 10, voire plus. Et ben, c'est la même chose avec votre équipe. C'est un effet de levier. Si vous avez un bon comptable, un bon juriste, un bon architecte, un, un bon maître d'œuvre qui maîtrise les travaux, et ben, toute leur expérience, leur dizaine d'années d'expérience, ils vont le mettre à votre profit pour une fraction du prix, parce que vous allez payer juste des honoraires, alors que, voire même pas du tout si vous leur demandez juste du conseil, et ça va vous éviter de vous perdre du temps, faire des erreurs et perdre des milliers d'euros. Donc c'est un énorme effet de levier que d'avoir la bonne équipe autour de soi. Quand il y a une question, bah, vous les appelez pour parler quelques minutes. Et eux vont vous dire si vous pouvez le faire, si c'est mieux de passer par un pro, et à ce moment-là, vous leur confiez votre projet. Prenons un petit exemple. Vous achetez des combles et vous voulez mettre un Velux pour créer une chambre de bonne dans les combles et revendre celle-ci. Vous appelez votre ami architecte et vous lui posez la question. Et il pourra vous conseiller car la réglementation a évolué il y a quelques années et dorénavant, c'est interdit pour des raisons de sécurité incendie qu'un logement soit éclairé uniquement par des Velux et qu'un appartement et les appartements de moins de 9 mètres carrés sont maintenant illégaux. Donc ce qui était possible avant n'est plus possible maintenant. Donc c'est mieux de se renseigner avant de signer l'opération. Et lui, il le sait, ça va lui prendre quelques secondes pour vous répondre. Un simple appel évite les problèmes car on ne peut pas tout savoir. Vous souhaitez faire d'autres travaux, il vous dira si vous avez besoin d'une autorisation ou pas. Et si c'est une simple déclaration, vous pouvez la faire vous-même. Ou s'il faut un permis. Et à ce moment-là, vous lui confiez. Tout le monde est gagnant. Allez trop vite. Ça, c'est plus pour moi que pour vous. Évitez d'engager des frais trop tôt. J'avais une belle opération avec de nombreux immeubles. La personne dont je vous ai parlé qui avait sa société de distribution. J'ai voulu gagner du temps sur les mises en copropriété. J'ai fait intervenir les géomètres, les architectes, les notaires pour qu'au final, je me trouve préempté. Et j'ai tout perdu. Être optimiste sur les délais. Il faut toujours prévoir plus car avec l'administratif, il peut toujours y avoir des surprises.
Surtout attention si vous mettez des compteurs comme Enedis ou les eaux, parce qu'ils ont tendance à déjà vous mettre des délais de fou, ça peut se compter en mois, donc là, l'opération est mal partie et encore en plus, ils ont tendance à avoir aucun respect pour vous, donc de vous annuler les rendez-vous et cetera. Et là, c'est vraiment les sociétés des eaux ou Enedis qui merdent. Parce que concrètement, c'est pas les salariés d'Enedis qui viennent, brancher le compteur, ils font appel à leurs sous-traitants. Sauf que vous pouvez pas appeler un sous-traitant pour qu'il vous installe un compteur et validé par, un sous-traitant validé par Enedis. Donc c'est à eux d'organiser les rendez-vous de leurs sous-traitants. Et ça, visiblement, ils savent pas faire un agenda. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont des emmerdes à cause d'Enedis. Donc faites très attention à ça. Si vous divisez des lots et que vous devez mettre des branchements de compteurs, faites-le très rapidement ou avec un architecte pour que ça aille le plus vite possible. Ne pas prévoir les imprévus. Plus vous faites d'interventions, de modifications, plus il y a d'imprévus. Surtout, si vous faites des rénovations, prévoyez 10% du budget travaux en plus. Et pour les deux dernières erreurs, les délais et les imprévus, il est important de bien savoir négocier avec les négociateurs, car vous allez certainement devoir renégocier du temps par la suite. Donc si vous êtes fâché avec les propriétaires pour une raison ou une autre, entre autres à cause du prix ou des conditions, etc., et ben, ça va être très dur de négocier un mois ou deux supplémentaires. Alors il y a des astuces, mais généralement, plus vous avez un bon climat, plus c'est facile. Et pour avoir une bonne entente avec les vendeurs, bah justement, ce que je vous parlais des types de personnalités, le son cas, etc., de les avoir bien compris, va vous permettre d'être en osmose avec eux et que quand vous allez leur demander quelque chose, eh ben, ils acceptent beaucoup plus facilement. Maintenant, quelque chose qui peut être trop beau pour être vrai. L'achat-revente permet de gagner beaucoup d'argent en capital financier et rapidement. Et la formation Le Bien Gratuit vous apprend à gagner en capital financier tout en bâtissant votre patrimoine immobilier gratuitement. Si vous êtes intéressé par la formation, retrouvez-moi sur vivreimo.fr. Le lien est dans la description. Au début de la formation de marchand de biens, je vous ai fait une énorme promesse avec le proverbe chinois suivant. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Donc pourquoi ai-je dit cela? Une loi est entrée en vigueur en janvier 2023. Donc maintenant, la loi climat et résilience, qui interdit à la location les logements avec un DPE G en 2025, un DPE F en 2028 et un DPE E en 2034. C'est déjà dans la loi. Plus, il est interdit d'augmenter les loyers depuis 2022. Geler les loyers avec l'inflation pour financer des travaux obligatoires, sérieusement, il fallait être énarque pour penser que c'était une bonne solution. Et en 2028, les locataires pourront obliger les propriétaires à faire les travaux. En 2034, ce sera le même cirque avec les logements en D. À partir de là, de 2034, la loi prévoit un audit énergétique pour les préconisations de travaux. Et j'ai lu dans Capital que le gouvernement réfléchissait à obliger à faire les travaux en cas de vente. Aujourd'hui, uniquement les logements en F et G représentent 5,2 millions de logements. On parle en millions de logements. Les résidences secondaires F et G, si on additionne tout ça, on monte à 7,2 millions de logements. Et si on rajoute bientôt les DPE EAD, là les chiffres explosent. Puisqu'en A, B, il n'y a pratiquement pas de logement. Il n'y a que les très récents de moins de 5 ans. En plus, il y a un manque de logements en France qui est estimé à 850 000 logements en 2030. Et je crois 15% de logements qui sont 15% du logement, du parc de logements qui sont estimés insalubres ou pas de bonnes conditions. Et le nombre de mises en chantier d'immeubles est au plus bas à cause de l'inflation. Et comme si ce n'était pas assez, avec cela, vous rajoutez la loi ZAN qui est en préparation et tout sera mort.
Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la loi ZAN, puisqu'elle est, je pense qu'il n'y a qu'un énarque pour pondre ça, c'était impossible de faire aussi con. ZAN, ça veut dire zéro artificialisation naturelle. C'est-à-dire que si un jour cette loi est votée, et elle en prend le chemin, il sera interdit de construire sur un sol qui n'est pas déjà artificialisé. Donc, vous pourrez construire des immeubles ou des maisons uniquement sur des immeubles déjà existants. Donc, ce qu'on appelle la surélévation. Si vous regardez autour de vous, vous apercevez que c'est très peu répandu. Pourquoi? Même si tout le monde vous dit c'est la solution d'avenir, c'est la solution d'avenir, pourquoi ça ne se voit pas? Tout simplement parce que tous les immeubles ne sont pas capables de supporter un poids supplémentaire sur leurs épaules si on leur rajoute un ou deux étages ou trois étages. Deuxièmement, les mairies, c'est comme toujours, elles vous disent d'aller dans un sens, mais elles vous font tout le contraire. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles vous obligent à mettre des parkings. Concrètement, vous ne pouvez pas surélever l'immeuble, enfin, soulever l'immeuble, rajouter des parkings en dessous, reposer l'immeuble et remettre des étages supplémentaires. C'est pas possible. Donc on se trouve toujours avec un problème de parking, donc c'est dur à négocier, etc. Donc la surélévation d'immeubles, c'est une solution vraiment à la décimale. C'est pas ça qui va résoudre les 850 000 logements qui manquent en France. La deuxième chose, c'est les zones industrielles, c'est-à-dire sur les terrains qui sont déjà industriels, hein, donc qui risquent d'être pollués au passage, et ça c'est la troisième solution. Donc là, ah non, excusez-moi, avant, il y a la destruction des immeubles. C'est-à-dire, vous avez un immeuble, bah, vous rachetez l'immeuble, vous le détruisez, donc ça vous coûte cher, et vous reconstruisez. Donc, en plus des normes sur les DPE qui font que les matériaux sont chers, que la construction est chère et technique, là, il va falloir acheter pour détruire, donc ça va vous coûter encore plus cher. Donc le prix de l'immobilier va encore plus exploser. Vous avez après les zones industrielles. Donc ça, c'est énorme, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver au milieu du bruit. Pour ceux qui sont déjà allés dans des zones industrielles, connaissent un peu, par exemple, vous n'avez pas de bus le week-end, vous n'avez rien, vous n'avez pas de commerce, vous n'avez rien, et vous avez des entreprises qui font du bruit, puisque si vous êtes à côté de gens qui travaillent les métaux, etc., bah, ça fait du bruit. C'est bon, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, hein, c'est une zone industrielle, c'est pour du travail. Et la dernière, la quatrième solution, la dernière, elle est encore plus drôle, c'est les terrains pollués. Donc aujourd'hui, les terrains pollués, ça existe déjà, hein, mais quand vous êtes face à un propriétaire, vous lui expliquez que dépolluer un terrain, ça coûte cher, et surtout, il y a un énorme imprévu, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où va la pollution. Et qu'en creusant, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a une autre pollution sous la pollution. Et qu'à ce moment-là, bah, les coûts explosent. Donc aujourd'hui, en clair, c'est plus facile de faire un terrain non pollué qu'un terrain déjà pollué, et ça permet de négocier. Là, on ne pourra même plus négocier le prix parce que, en clair, il y aura soit le terrain pollué, soit le terrain pollué. Donc les mecs, ils vont devenir les rois du pétrole. Et en plus, il y a souvent du pétrole dans leur terrain et tout un tas d'autres polluants. Donc non seulement ça coûte plus cher s'il faut le dépolluer le terrain, mais en plus, ils vont être en majorité, donc ils vont pouvoir imposer leur prix, ce qui va encore faire encore plus exploser les prix et donc moins de construction. Vous ajoutez à cela, encore un dernier détail, c'est que le nombre de logements vacants a explosé. 9,3 des logements du parc privé sont vacants, dont 3,5 depuis les 2 dernières années, car les propriétaires ne veulent plus louer et s'embêter avec les locataires, l'encadrement des loyers, les rénovations énergétiques. Pour résumer, et cela il y a eu beaucoup de chiffres, ça va être très compliqué, voire impossible à construire. Et vous le voyez, il y a de plus en plus de promoteurs qui font faillite. Les propriétaires ne veulent plus louer. Donc il y a moins de logements à la location, le nombre de logements vacants explose et on retire des millions, 5,2 millions, voire 7,2 millions de logements parce qu'ils sont en F et G. Donc plus de logements à louer, des logements vacants, pas de construction et en face, on manque de 850 000 logements. Voilà ce qu'est l'avenir. Donc que fait le gouvernement? Et si vous avez bien compris, c'est quand même lui le responsable de tout ce merdier. Pour résoudre à la fois le manque de logements, 850 000, tout en interdisant, voire en réduisant drastiquement les constructions. Eh bien, il veut faire vendre les résidences secondaires, les fameux 2 millions de résidences secondaires en F et G, qu'on n'aura pas le droit de louer. Donc sur ces résidences secondaires, il impose une taxe spécifique,
sur ces résidences et sur les logements vacants pour pousser en fait les propriétaires à vendre. Hélas, tout le monde est humain, surtout lorsqu'il s'agit de grosses dépenses obligatoires. On attend toujours le dernier moment d'être face au mur. Surtout que changer, ça ne change pas la vie de l'habitant, de passer d'un DPE G à un DPE D. Donc, jusqu'en 2035, le nombre d'opportunités vont exploser. Et on parle vraiment de millions d'opportunités. Car les propriétaires en auront marre des réglementations à la location, des surtaxes sur les résidences secondaires, sur les logements vacants, sur toutes les obligations de DPE et ne voudront pas faire les travaux. Et vu que la presse va pointer du doigt les mauvais DPE, très peu d'acquéreurs ne vont vouloir de ces millions de logements. Les acquéreurs préfèrent des logements sans travaux, où il y a juste ces valises à poser. Et là, je vous assure, c'est 20 ans d'expérience qui parlent. Même ceux qui vous disent on veut bien des biens avec travaux, vous apercevez qu'ils se positionnent toujours sur des biens avec le moins de travaux possible, voire sans travaux. Parce que c'est compliqué de trouver des artisans, c'est compliqué, on ne connaît pas les travaux, on n'est pas bricoleur. Le nombre de bricoleurs en France est très très faible. Les marchands de biens vont pouvoir facilement négocier des tonnes de deals pour remettre les logements sur le marché avec un bon DPE. C'est un véritable boulevard qui s'offre à nous maintenant et facilement. Je vous ai écrit un long article sur ce sujet-là et je vous mets le lien en description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Évidemment, si vous avez des questions ou un besoin d'éclaircissement, vous pouvez me les poser en commentaire et je ferai des formations complémentaires. J'espère que vous avez aimé la formation et vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner à la chaîne en activant la notification. Je fais chaque semaine des interviews sur le parcours de ceux qui ont réussi dans l'immobilier. J'espère qu'un jour, j'aurai le plaisir de vous interviewer. À très bientôt.